Une jeune femme séduisante, lors d'un vol en provenance d'Irlande, demanda au prêtre assis à côté d'elle. « Père, puis-je vous demander un service ?»« Bien sûr, mon enfant. Que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien, j'ai acheté un sèche-cheveux coûteux pour l'anniversaire de ma mère. Il est sous blister, mais il dépasse largement les limites des douanes, et j'ai peur qu'il le confisque. Y a-t-il un moyen que vous puissiez le faire passer pour moi ? Le cacher sous votre robe, peut-être ? » « J'aimerais vous aider, ma chère, mais je dois vous prévenir, je ne mentirai pas. »« Avec votre visage, mon père, personne ne vous posera de questions. » Lorsqu'ils arrivèrent à la douane, elle laissa le prêtre passer en premier. L'agent demanda : « Père, avez-vous quelque chose à déclarer ? » « Du sommet de ma tête jusqu'à ma taille, je n'ai rien à déclarer. » L'agent trouva cette réponse étrange. Alors il demanda : « Et qu'avez-vous à déclarer de votre taille jusqu'au sol ? » « J'ai un instrument merveilleux conçu pour être utilisé sur une femme, mais qui, à ce jour, n'a jamais servi. » Riant aux éclats, l'agent dit : « Passez, mon père. Suivant, s'il vous plaît. » Une petite fille et sa mère étaient sorties. La fille demanda soudain à sa mère : « Maman, quel âge as-tu » La mère répondit : « Chérie, les femmes ne parlent pas de leur âge. Tu apprendras ça en grandissant. » La fille demanda alors : « Maman, combien pèses-tu » Sa mère répondit à nouveau : « C'est une autre chose dont les femmes ne parlent pas. Tu apprendras ça aussi en grandissant. » La fille, voulant toujours en savoir plus sur sa mère, lança une autre question. « Maman, pourquoi est-ce que toi et papa avez divorcé ?» La mère, un peu agacée par cette série de questions, répondit : « Chérie, c'est un sujet qui me fait très mal, et je ne veux pas en parler maintenant. » La petite fille, frustrée, bouda jusqu'à ce qu'elle soit déposée chez une copine pour jouer. Elle consulta sa copine au sujet de la conversation qu'elle avait eue avec sa mère. La copine dit : « Tu n'as qu'à regarder en douce le permis de conduire de ta mère. C'est comme un bulletin scolaire, ça dit tout. » Plus tard, la petite fille et sa mère sont à nouveau sorties. La petite fille commença : « Maman, maman, je sais quel âge tu as. Je sais quel âge tu as. Tu as 32 ans. » La mère fut très choquée. Elle demanda : « Ma chérie, comment le sais-tu » La petite fille haussa les épaules et dit : « Je le sais, juste. Et je sais combien tu pèses. Tu pèses 59 kilos. Où as-tu appris ça ?» La petite fille dit : « Je le sais, juste. Et je sais pourquoi toi et papa avez divorcé. Tu as eu un F en sexe. » Une jeune fille de 20 ans dit à sa mère qu'elle n'a pas eu ses règles depuis 1 mois. Très inquiète, la mère va à la pharmacie et achète un test de grossesse. Le résultat montre que la fille est enceinte. Criant, jurant et pleurant, la mère dit : « Qui est le porc qui t'a fait ça ? Je veux savoir !» La fille décroche le téléphone et passe un appel. Une demi-heure plus tard, une Ferrari s'arrête devant leur maison. Un homme mûr et distingué aux cheveux gris, impeccablement vêtu d'un costume Armani, sort de la Ferrari et entre dans la maison. Il s'assoit dans le salon avec le père, la mère et la fille et leur dit : « Bonjour. Votre fille m'a informé du problème. Je ne peux pas l'épouser à cause de ma situation familiale personnelle, mais je vais prendre mes responsabilités. Je paierai tous les frais et subviendrai aux besoins de votre fille pour le reste de sa vie. De plus, si c'est une fille, je lèguerai une Ferrari, une maison de plage, 2 boutiques, une maison de ville, une villa en front de mer et un compte bancaire de 2 millions de dollars. Si c'est un garçon, mon héritage sera quelques usines et un compte de 4 millions de dollars. S'il y a des jumeaux, ils recevront chacun une usine et 2 millions de dollars. Cependant, s'il y a une fausse couche, que suggérez-vous que je fasse ? » À ce moment-là, le père, qui était resté silencieux, pose fermement sa main sur l'épaule de l'homme et lui dit : « Tu l'avoues encore. » Un jour, à la fin du cours, la maîtresse du petit Johnny demande à la classe de rentrer chez eux et de réfléchir à une histoire dont il faudra conclure par la morale. Le lendemain,
La maîtresse demande le premier volontaire pour raconter son histoire. La petite Suzy lève la main. Mon père possède une ferme et chaque dimanche, nous chargeons les œufs de poule sur le camion et nous allons en ville pour les vendre au marché. Eh bien, un dimanche, nous avons heurté une grosse bosse et tous les œufs sont sortis du panier et sont tombés sur la route. Quand la maîtresse demanda la morale de l'histoire, Suzy répondit « Il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. » La petite Lucie prit la parole ensuite. « Mon père possède une ferme aussi. Chaque week-end, nous mettons les œufs de poule dans l'incubateur. Le week-end dernier, seulement 8 des 12 œufs ont éclos. » À nouveau, la maîtresse demanda la morale de l'histoire. Lucie répondit « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. » Ce fut ensuite au tour du petit Johnny. « Mon oncle Ted a combattu dans la guerre du Vietnam et son avion a été abattu au-dessus du territoire ennemi. Il a sauté avant le crash, mais n'a pu prendre qu'une caisse de bière, une mitrailleuse et une machette. En descendant, il a bu la caisse de bière. Puis il a atterri en plein milieu d'une centaine de soldats vietnamiens. Il en a abattu 70 avec sa mitrailleuse, mais ensuite il a été à court de balles, alors il a sorti sa machette et en a tué 20 de plus. Puis la lame de sa machette s'est cassée, alors il a tué les 10 derniers à main nue. » La maîtresse parut un peu choquée. Après s'être éclairci la gorge, elle demanda quelle morale possible il pouvait y avoir à cette histoire. « Eh bien, répondit Johnny, il ne faut pas foutre avec l'oncle Ted quand il a bu. » J'avais rendez-vous chez le gynécologue plus tard dans la semaine. Tôt un matin, je reçus un appel du cabinet du médecin pour me dire que j'avais été reprogrammé pour ce matin-là à 9h30. Je venais juste de renvoyer tout le monde au travail et à l'école, et il était déjà environ 8h45. Le trajet jusqu'à son cabinet prenait environ 35 minutes, donc je n'avais pas de temps à perdre. Comme la plupart des femmes, j'aime faire un petit effort supplémentaire en matière d'hygiène pour ce genre de visite. Mais cette fois, je ne pourrais pas faire l'effort complet. Alors, je me précipitai à l'étage, enlevai mon pyjama, mouillai le gant de toilette qui était près du lavabo et me fis un petit nettoyage rapide dans cette zone pour être au moins présentable. Je jetai le gant dans le panier à linge, enfilai des vêtements, sautai dans la voiture et me précipitai à mon rendez-vous. Je ne fus dans la salle d'attente que quelques minutes avant d'être appelé. Connaissant la procédure, comme je suis sûr que vous la connaissez, je sautai sur la table, regardai de l'autre côté de la pièce et fis semblant d'être à Paris ou dans un autre endroit à 1 million de kilomètres. Je fus un peu surprise quand le médecin dit « Tiens, on a fait un effort supplémentaire ce matin, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Après le rendez-vous, je poussai un soupir de soulagement et rentrai chez moi. Le reste de la journée fit normal. Quelques courses, le ménage, la cuisine. Après l'école, alors que ma fille de 6 ans jouait, elle appela depuis la salle de bain. « Maman, où est mon gant de toilette ?» Je lui dis d'en prendre un autre dans le placard. Elle répondit « Non, j'ai besoin de celui qui était ici près du lavabo. Il avait toutes mes paillettes et mes brillants à l'intérieur. » Un vieux gentleman sage prit sa retraite et acheta une modeste maison près d'un collège. Il passa les premières semaines de sa retraite dans la paix et la quiétude. Puis une nouvelle année scolaire commença. Le lendemain après-midi même, 3 jeunes garçons, pleins d'entrain juvénile après l'école, descendirent sa rue, frappant joyeusement sur toutes les poubelles qu'ils rencontraient. Les percussions assourdissantes continuèrent jour après jour, jusqu'à ce que le vieil homme sage décide qu'il était temps d'agir. L'après-midi suivant, il sortit à la rencontre des jeunes percussionnistes alors qu'ils faisaient leur boucan dans la rue. Les arrêtant, il dit « Vous, les enfants, vous êtes très amusants. J'aime vous voir exprimer votre exubérance comme ça. En fait, je faisais la même chose à votre âge. Voulez-vous me rendre un service ? Je vous donnerai $1 chacun si vous promettez de venir chaque jour et de faire votre numéro. » Les enfants furent ravis et continuèrent à faire du bon travail sur les poubelles. Après quelques jours,
le vieil homme salua à nouveau les enfants, mais cette fois avec un sourire triste. « Cette récession touche vraiment durement mes revenus, » leur dit-il. « À partir de maintenant, je ne pourrai vous payer que 50 cents pour taper sur les poubelles. » Les faiseurs de bruit étaient visiblement mécontents, mais ils acceptèrent son offre et continuèrent leur chahut de l'après-midi. Quelques jours plus tard, le retraité rusé s'approcha d'eux à nouveau, alors qu'ils défilaient en jouant du tambour dans la rue. « Écoutez, dit-il, je n'ai pas encore reçu mon chèque de sécurité sociale, donc je ne pourrai pas vous donner plus de 25 cents. Ça ira ?»« Un misérable quart de dollar ?» s'exclama le meneur des batteurs. « Si vous pensez qu'on va perdre notre temps à taper sur ces poubelles pour 25 cents, vous êtes fou. Pas question, monsieur. On arrête. » Et le vieil homme jouit de la paix. Un avocat citadin roublard fit un voyage à la campagne un week-end et décida d'essayer la chasse au canard. Après un coup de fusil chanceux, l'oiseau tomba dans un champ juste derrière une clôture barbelée. Alors que l'avocat escaladait pour le récupérer, un vieux fermier au visage buriné arriva sur un tracteur et lui cria « Hé là, qu'est-ce que vous faites ?»« J'ai tiré un canard, » dit l'avocat avec assurance. « Il est tombé par ici, donc je vais le chercher. » Le fermier secoua la tête. « Ici, c'est ma terre. Ce canard est à moi maintenant. » L'avocat ricana. « Écoutez, je suis l'un des meilleurs avocats de New York. Si vous ne me laissez pas prendre ce canard, je vous poursuivrai pour chaque hectare que vous possédez. » Le vieil homme sourit. « On ne fait pas de procès par ici. On règle les choses avec ce qu'on appelle la justice campagnarde. »« La justice campagnarde ?» demanda l'avocat, levant un sourcil. « Ouais, » dit le fermier. « On se donne des coups de pied à tour de rôle. Je commence puisque c'est ma terre. Puis vous me donnez un coup de pied. On continue jusqu'à ce que quelqu'un abandonne. » L'avocat toisa le fermier, maigrichon, ridé, clairement proche de la 80aine, et pensa « Victoire facile. D'accord, c'est parti. » Le fermier descendit du tracteur, s'approcha lentement avec ses bottes à embouts d'acier boueuses et sans hésiter, décrocha un coup de pied tonitruant droit dans l'entrejambe de l'avocat. L'avocat s'effondra, haletant de douleur, les yeux larmoyants, le visage dans un tas de bouse de vache fraîche. Après une minute, il se releva tant bien que mal. « D'accord, » haleta-t-il. « Maintenant, c'est mon tour. » Le fermier gloussa et le repoussa du geste. « Ah, laissez tomber, j'abandonne. Vous pouvez garder le canard. » Un groupe de personnes attend dans un avion prêt à décoller. L'hôtesse de l'air annonce par l'interphone qu'ils attendent les deux pilotes, mais que ceux-ci arrivent maintenant sur le tarmac. À leur grand choc, les passagers regardent par les hublots et aperçoivent deux hommes en uniforme de pilote marchant avec des cannes blanches et des chiens guides. La panique s'ensuit bien sûr. L'hôtesse réussit à calmer momentanément les gens, assurant aux passagers que les pilotes sont expérimentés et ont volé de nombreuses fois. Les pilotes prennent place et l'avion roule jusqu'à la piste. Ayant obtenu l'autorisation, les pilotes poussent les moteurs à pleine puissance et l'avion accélère, se rapprochant de plus en plus du bout de la piste. Les passagers deviennent de plus en plus inquiets et se mettent à crier et à hurler bruyamment, moment auquel l'avion décolle avec quelques centimètres à peine. Dans le cockpit, un pilote se tourne vers l'autre et dit « Tu sais, un jour ces gens vont crier trop tard et on va y passer. » Il y a quelques jours, alors que je quittais le Bunnings de Midland pour aller à mon hut et que je fouillais dans ma poche pour mes clés de voiture, j'ai eu ce mauvais pressentiment quand je ne les ai pas trouvées. Je me suis désespérément tapoté partout. Autre poche, poche de chemise, pas là. Je me suis retourné rapidement et suis retourné en trottinant dans le Bunnings. J'ai fait une recherche rapide dans les sièges où j'étais assis. Rien. J'ai demandé à tout le monde s'ils avaient vu mes clés. Non. Puis ça m'a frappé. Je devais les avoir laissées dans le hut. Frénétiquement, je me suis dirigé vers le parking à l'extérieur de Bunnings.
Ma femme Robin m'a sermonné 1000 fois pour avoir laissé les clés sur le contact. Ma théorie est que le contact est le meilleur endroit pour ne pas les perdre. Sa théorie est que la voiture sera volée si je fais ça. Alors que je traversais les portes de Bunnings pour sortir dans le parking, je suis arrivé à une conclusion terrifiante. Sa théorie était juste. Le parking était vide. Pas de hutte. J'ai immédiatement appelé la police. Je leur ai donné mon emplacement et j'ai avoué que j'avais laissé mes clés dans le hutte et qu'il avait été volé. Puis j'ai passé l'appel le plus difficile de tous. « Chérie », ai-je balbutié. Je l'appelle toujours chérie dans ces moments-là. J'ai laissé mes clés dans le hutte et il a été volé. Il y eut un silence. Je pensais que l'appel avait été coupé, mais j'entendis alors la voix de Robin. « John », aboya-t-elle, « je t'ai déposé au Bunnings en allant à l'épicerie. » Maintenant, c'était à mon tour de me taire. Gêné, je dis « Eh bien, est-ce que tu viendrais me chercher ?» Robin rétorqua. « Je viendrai dès que j'aurai convaincu ces policiers que je n'ai pas volé ton hutte. » Un homme pilote son avion, cherchant frénétiquement un endroit où atterrir car il réalise qu'il est à court de carburant. Malgré urgence, il est un pilote suffisamment habile pour guider l'appareil et l'atterrir en douceur sur une petite plage déserte. Il sort de l'avion sans une égratignure. « Bon sang, qu'est-ce qui a merdé ?» marmonne-t-il en évaluant les dégâts. L'hélice est tordue, mais les ailes semblent intactes. Il remarque que le train d'atterrissage a été arraché et est coincé dans le sable à environ 15 mètres. Optimiste, il pense pouvoir récupérer et réparer l'avion. Il se dirige vers les pièces détachées et commence à creuser dans le sable. Alors qu'il déterre un morceau de métal étrange, il réalise que c'est du laiton, un matériau inhabituel pour un avion. Curieux, il frotte la saleté et découvre d'étranges marques qui se mettent à briller. Soudain, de la fumée s'échappe du métal et se transforme en un génie. « Merci, gentil étranger, j'étais piégé dans cette lampe depuis de nombreuses années. En signe de gratitude, je vais exaucer un vœu. Mais attention, je suis un génie, pas un imbécile. Donne-moi une bonne raison de ne pas retourner ton vœu contre toi. » L'homme réfléchit un moment, se grattant le menton, puis dit « Je fais toujours les mêmes erreurs. Par exemple, c'est mon 2e avion. Je n'arrive jamais à comprendre ce que je fais de mal. S'il vous plaît, monsieur le génie, je souhaite avoir un meilleur recul. » Le génie lève un sourcil. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?»« Oui, » répond l'homme sans hésiter. « C'est fait. » Avec un coup de vent, le génie disparaît et s'envole vers la mer. L'homme s'assied dans le sable, regardant le coucher de soleil. « J'aurais dû faire le plein avant de partir, » soupire-t-il, le visage dans les mains. Puis il lève les yeux, horrifié. « J'aurais dû souhaiter une meilleure prévoyance. » Un couple de personnes âgées célébrait son 50e anniversaire de mariage. Ils décidèrent donc de retourner dans la petite ville où ils s'étaient rencontrés. Ils s'assirent dans un petit café de la ville et racontèrent à la serveuse leur amour l'un pour l'autre et comment ils s'étaient rencontrés au même endroit. Assis à côté d'eux se trouvait le policier local, qui souriait tandis que le vieux couple parlait. Après le départ de la serveuse, le vieil homme dit à sa femme « Tu te souviens de la première fois que nous avons fait l'amour ? C'était dans ce champ de l'autre côté de la route, quand je t'ai plaqué contre la clôture. Et si on le refaisait pour le souvenir ?» La femme gloussa comme une folle et dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Alors ils sortirent par la porte et traversèrent vers le champ. Le policier sourit intérieurement, trouvant cela romantique, et décida qu'il ferait mieux de garder un œil sur le couple pour qu'il ne leur arrive rien. Le vieux couple marcha jusqu'au champ, et en s'approchant de la clôture, ils commencèrent à se déshabiller. Le vieil homme souleva sa femme quand ils furent nus et l'appuya contre la clôture. Le policier, qui regardait depuis les buissons, fut surpris de ce qu'il vit. Avec une vitalité de jeunesse, la femme sautait de haut en bas, excitée, tandis que le mari se débattait comme un sauvage. Et puis ils tombèrent tous les deux au sol, épuisés. Finalement, ils se relevèrent, se secouèrent et s'habillèrent. Alors qu'ils revenaient vers la route,
Le policier sortit de sa cachette et dit « C'est le plus bel amour que j'ai jamais vu. Vous deviez être un couple fougueux quand vous étiez jeune. »« Pas vraiment, » dit le vieil homme. « Quand nous étions jeunes, cette clôture n'était pas électrique. »